Public Sénat, en partenariat avec les dernières nouvelles d'Alsace, Alsace 20 et l'Alsace vous présente. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce débat consacré au second tour de l'élection municipale à Strasbourg. Ce débat il vous est proposé par Alsace 20, les dernières nouvelles d'Alsace qui nous accueillent ce soir et Public Sénat. Et à mes côtés ce soir, Franck Buchy du service politique d'Edena. Bonsoir Franck. Bonsoir. Et face à nous, 3 candidats. Absolument, face à nous 3 candidats, donc Jeanne Barzéguian, vous êtes conseillère municipale sortante, vous êtes membre d'Europe Écologie Les Verts et tête de la liste Strasbourg écologiste et citoyenne. Alain Fontanel, premier adjoint au maire en charge du développement culturel, membre de La République En Marche. Vous menez la liste Unie pour Strasbourg, née de la fusion avec Jean-Philippe Vetter des Républicains. Catherine Trautmann, ancienne maire de Strasbourg et ministre, actuelle vice-présidente de l'Eurométropole en charge de la stratégie économique. Vous êtes membre du Parti socialiste et vous conduisez la liste Faire ensemble Strasbourg. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quelques mots de contexte sur la ville de Strasbourg pour débuter. Strasbourg, c'est la capitale de l'Europe, siège du Parlement européen, c'est aussi la capitale de Noël. Plusieurs millions de touristes viennent chaque année la visiter. C'est la 8e ville de France en nombre d'habitants et elle est arrivée en tête du classement effectué par le magazine Le Point il y a quelques mois, classement des villes les plus attractives de France. Alors, était notamment mis en avant le dynamisme économique, le réseau de pistes cyclables ou de façon générale, la qualité de vie. Mais derrière la carte postale, la réalité peut être en demi-teinte. En effet, la ville de Strasbourg est également sur le podium des villes les plus inégalitaires de France, avec 25% de sa population sous le seuil de pauvreté. Avant la crise du coronavirus, le taux de chômage à Strasbourg s'élevait à 8,2%, un chiffre en baisse ces dernières années, mais qui cache d'énormes disparités selon les quartiers. Alors cette ville à 2 vitesses, est une fatalité, que peut-on y faire? Comment réconcilier les 2 facettes de cette ville, particulièrement dans ce contexte post-coronavirus? Ce sont les questions auxquelles on va tenter de répondre dans ces 50 prochaines minutes. Et on fait peut-être un rappel des scores au premier tour, Franck. Effectivement, une petite piqûre de rappel, puisque le premier tour a eu lieu il y a 3 mois. Donc Jeanne Barzéguian, vous êtes arrivée en tête avec 27,8% des voix. Vous avez 4000 voix d'avance sur Alain Fontanel. Vous êtes arrivé second avec 19,8% des voix. Alors vous êtes marqué à la culotte par Catherine Trautmann. Vous avez 41 voix d'avance. Madame Trautmann, vous avez obtenu 19,7% des voix. Et Jean-Philippe Vetter, 18,2%. Alors ce premier tour a été marqué par un taux d'abstention record, 65,5% d'abstention à Strasbourg, et en particulier dans les quartiers populaires. Alors au-delà de la crise sanitaire, ce second tour nous a réservé bien des surprises. Alors à commencer par l'alliance inattendue entre Alain Fontanel et Jean-Philippe Vetter, opposant politique au conseil municipal. Surprise par l'échec de l'alliance à gauche entre les écologistes et les socialistes. Surprise enfin par le fait que tous les 3, vous êtes issus de la même majorité, vous avez travaillé ensemble pendant 6 ans, et quel que soit le résultat dimanche soir, le maire Roland Ries pourra se targuer d'avoir gagné. Alors vous êtes comptables tous les 3 du bilan de ce mandat, quel que soit le sujet. Alors la question, je la pose à tous les 3, mais je vais commencer par M. Fontanel. Est-ce que ce n'est pas trop difficile d'entrer dans une campagne, de faire des propositions pour corriger ou pour pallier éventuellement des insuffisances ou des erreurs de votre cogestion? Non, parce que c'est le principe de l'exercice démocratique d'une élection. Les problèmes de 2020 ne sont pas ceux de 2014. Et c'est pour ça qu'il est important de proposer un nouveau projet avec de nouvelles orientations. Je suis bien sûr fier de ce que l'on a fait. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de réussites, par exemple en matière culturelle, vous l'évoquiez, la rénovation des quais aussi, bien sûr, et ou le sauvetage du Racing. C'est des sujets sur lesquels je me suis battu et où on a eu des résultats. Il y a d'autres choses sur lesquelles on a eu des échecs ou des difficultés. Je pense par exemple à la manière de faire la ville en matière d'urbanisme et de logement. J'ai ma part de responsabilité, même si aujourd'hui les adjoints qui ont conduit cette politique, Siamaka Gababaye et Alain Youn, ne sont pas sur ma liste, mais sur celle de Jeanne Barzéguian. Il faut regarder devant. Il faut pouvoir construire la ville autrement, avec une ville moins dense, une ville plus verte, une ville plus agréable à vivre. Ça fait partie des défis pour demain. On en parlera. Madame Trautmann, est-ce que vous comprenez que cette situation politique puisse perturber une partie de l'électorat? Oui, je pense qu'il y a une certaine confusion.
À la fois, je pense que la fusion entre la liste des Républicains, conduite par Jean-Philippe Vetter et Alain Fontanel, est une étrangeté et certainement ce que j'entends beaucoup dans Strasbourg, un choix d'arrangement, un choix de partage des postes. Un choix peut-être aussi pour Alain Fontanel de se trouver une issue, je dirais, dans ce scrutin. Pour ce qui me concerne, je regrette qu'il n'y ait pas eu de fusion avec la liste écologiste, conduite par Jeanne Barséguian. J'en ai pris acte, et pour moi, aujourd'hui, je ne suis pas dans une campagne contre, mais dans une campagne pour, puisque la responsabilité que nous avons, c'est de pouvoir, en effet, dresser et proposer les choix d'avenir pour Strasbourg et les Strasbourgeois. On aura l'occasion d'y revenir. Jeanne Barséguian, même question. Je crois qu'on est clairement à la fin d'un cycle politique et au début d'un nouveau, pas seulement à Strasbourg, mais plus largement en France, en Europe et dans le monde. Le monde a changé, la société a changé. Clairement, les enjeux de 2020, ce ne sont pas les mêmes que ceux de 2014. Moi, je suis très à l'aise parce que j'ai toujours été très claire dans mes prises de position pendant le mandat écoulé. J'ai pu participer à un certain nombre d'avancées et je me réjouis que Strasbourg ait pu s'améliorer sous certains aspects. Mais je l'ai toujours dit très clairement aussi quand j'étais en opposition, quand je considérais qu'il y avait un manque de cohérence. Je pense évidemment au sujet de la mobilité et plus globalement de l'ambition en matière écologique. Mais ce qui doit changer aujourd'hui, ce sont les pratiques démocratiques et là-dessus, il y a tout à inventer et je ne prendrai pas forcément pour modèle le mandat écoulé. Bon, alors on va forcément y revenir dans la suite de ce débat. Je vous propose à présent de parler d'économie. C'est un thème qui a émergé particulièrement depuis la fin du confinement. Au premier tour, on parlait beaucoup écologie. Alors, peut-être un point aussi en chiffres. Selon des chiffres de l'INSEE et de Pôle emploi compilés par l'ADIRA, l'Agence de développement d'Alsace, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, donc sans aucune activité, aurait bondi de 26% à Strasbourg ces dernières semaines, ces derniers mois. Alors, comment on y remédie, Catherine Trottmann ? Je pense qu'il faut d'abord dire que pour arriver à y remédier, il faut concilier les enjeux économiques et la transition écologique. Garder le cap, mais créer les conditions d'une acceptation par la population. Ne pas imposer par dogmatisme, mais aller à la rencontre des Strasbourgeoises et des Strasbourgeois pour discuter des enjeux. C'est ce que je veux faire dans des états généraux des nouvelles solidarités et de la croissance responsable, avec 500 000 € pour pouvoir soutenir de nouveaux projets. Le deuxième axe, pour moi, c'est la relance par la demande, c'est-à-dire soutenir les commerces, soutenir l'offre, permettre aussi par les bons d'achat de pouvoir soulager en quelque sorte la dépense des familles, permettre aussi par la gratuité du tram et des transports publics pour les moins de 18 ans, pour les plus de 65 ans, une meilleure fluidité dans les mobilités pour permettre aussi de diminuer la dépense pour les transports. Et puis c'est miser sur les partenariats et sur l'innovation. Avec l'université, nous avons la chance d'un rayonnement et la chance de pouvoir discuter des solutions. Ce qui est le plus criant aujourd'hui, c'est le risque pour l'emploi des jeunes. Et pour cela, je crois qu'il faut soutenir les jeunes et les entreprises en créant une plateforme, c'est ce que je propose, pour accueillir les jeunes pour la recherche de stage, l'apprentissage, permettre aux entreprises de se liguer autour de cette plateforme et de faire en sorte que les jeunes aient aussi l'expérience d'un premier emploi. C'est également de permettre aussi aux entreprises de pouvoir peser dans les choix économiques de croissance par, je dirais, deux projets, Strasbourg Code et Strasbourg Construit. Ce sont deux projets pour les jeunes. Strasbourg Code, c'est la possibilité d'offrir aux entreprises du recrutement pour des jeunes formés dans les métiers numériques et dans les métiers informatiques. Et Strasbourg Construit, c'est pour permettre de former les jeunes dans les nouveaux métiers de l'éco-construction et de permettre là aussi des emplois pour eux. Alain Fontanel, vos premières mesures en matière d'économie ? Vous savez, la crise sanitaire est devenue une véritable crise économique et sociale. Et la situation, elle est grave. Il faut agir. Nous proposons, avec Jean-Philippe Vetter, de déclarer l'état d'urgence économique et sociale. Dès le premier jour du mandat, nous ferons adopter un ensemble de mesures. Il faut aider ceux qui créent de la richesse, ceux qui font de l'activité. Sans entrepreneurs, sans entreprise, sans commerce, il n'y a pas d'emploi. S'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de cohésion sociale. Et donc, on va mettre le paquet pour les entrepreneurs, pour les entreprises. On va faire un paquet de réductions fiscales pour elles. On va remettre
la gratuité du stationnement entre midi et 14h pour permettre aux restaurateurs et aux cafés de reprendre leur activité. On va aussi mettre en place des bons cadeaux pour les familles les plus modestes, pour les inciter à revenir consommer en ville. Aujourd'hui, il y a encore de l'incertitude, de la crainte. Les gens ne viennent pas en ville dans les magasins. Il faut qu'ils reviennent le plus rapidement possible. Et enfin, il faut redonner envie de Strasbourg. On a été stigmatisé, toute la région a été stigmatisée, on était rouge, on ne donnait pas envie. Et bien maintenant, il faut faire une grande campagne de promotion territoriale, envie de Strasbourg. Et vous savez, le moment est particulièrement grave. On est dans une situation sans précédent en termes de crise. C'est la gravité du moment qui m'a amené, avec Jean-Philippe Vetter, à nous rassembler. On l'a fait avec le sens des responsabilités, avec le sens de la gravité du moment. Et on l'a fait en toute indépendance au nom de l'intérêt supérieur de notre territoire, en nous libérant des égos et des états-majors parisiens. C'était important. L'enjeu est là. Et il serait quand même paradoxal que l'on arrive à se rassembler dans certaines collectivités, que l'on arrive à se rassembler au niveau de l'Eurométropole, mais qu'on n'arrive pas à le faire pour Strasbourg. Strasbourg mérite ce rassemblement. Jeanne Barséguian, économie, écologie, c'est deux mots qui riment pour vous ? Mais oui, absolument. Je pense que le temps où on opposait économie et écologie, il est parfaitement dépassé. Je lisais aujourd'hui même dans un quotidien régional de qualité que l'industrie pétrolière réfléchit justement à prendre le grand virage parce qu'ils ont bien sûr été impactés par la crise sanitaire, mais ils anticipent d'ores et déjà la crise climatique. Donc ne pas prendre ces enjeux à bras-le-corps dès maintenant, c'est courir à la catastrophe, notamment en termes économiques et notamment en termes d'emploi. Et cela, ça se prépare, et ça se prépare dès maintenant. Ça ne se résoudra pas, ni avec des recettes du passé, ni en disant surtout ne changeons rien. Au contraire, moi j'ai envie que Strasbourg se projette vers l'avenir. Donc ça passera par de la formation des jeunes. J'ai la chance en tant que professionnelle de former tous les jours des ingénieurs, notamment dans le domaine du BTP, autour des enjeux de responsabilité sociétale. Et je vois bien que les besoins sont absolument présents dans ces filières. Donc c'est former les jeunes, anticiper la rentrée, anticiper aussi l'apprentissage. Et tout cela, je souhaite le faire main dans la main avec le monde économique, avec les chambres consulaires que j'ai rencontrées, à travers un pacte pour une économie locale durable. Et juste pour finir sur ce point, je pense que ce que nous a appris la crise sanitaire, c'est justement l'importance de notre économie locale, l'importance d'avoir une économie locale qui répond aux besoins des personnes, d'avoir des commerces de proximité, d'avoir des commerces alimentaires, de pouvoir, encore une fois, avoir des biens de première nécessité qui sont produits sur notre territoire. Et je souhaite le renforcer à l'avenir. Vous nous avez exposé un certain nombre de propositions dans le domaine économique. Alors rapidement, comment comptez-vous les financer? Est-ce que vous comptez augmenter les impôts, augmenter la dette, l'endettement ou réduire les frais de fonctionnement? En quelques mots. J'ai été très clair dès le premier tour. Je souhaite garantir la stabilité fiscale. C'est un enjeu pour nos entreprises, pour nos entrepreneurs. C'est aussi un enjeu, bien sûr, pour nos familles et en particulier les plus modestes. À chaque fois que nous aurons une dépense supplémentaire, nous chercherons d'abord les économies que l'on peut faire. C'est important, c'est un enjeu de maîtrise financière et je ne crois pas, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, on puisse aller dans une fuite en avant de la dette et de l'emprunt. Un emprunt, c'est ce que vous proposiez, Jeanne Barséguian, 350 millions, c'est ça un grand emprunt? La première chose à faire, c'est de réorienter les investissements de la collectivité, des collectivités, villes et eurométropoles, vers la transition écologique, vers aussi la lutte contre les inégalités et l'économie locale. Donc déjà, on peut réorienter ces financements. À l'échelle d'un mandat, ça représente déjà plus d'1 milliard d'euros aujourd'hui d'investissements qui sont déjà réalisés. Moi, ce que je propose, c'est de surinvestir par un emprunt qui concerne la ville et l'Eurométropole de 350 millions d'euros sur les 6 ans, sans augmenter du tout les impôts. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des taux d'intérêt qui sont bas et d'avoir des collectivités qui sont parmi les moins endettées de France. Donc, en gros, c'est le moment d'investir pour l'avenir. Et ne pas le faire, c'est aller au-devant de coûts supplémentaires dans les prochaines années. On ne va pas attendre 5 ou 10 ans pour rénover des logements thermiquement qui aujourd'hui sont déjà vétustes. Tout cela, ce serait de l'argent gaspillé. Donc moi, je souhaite investir pour l'avenir. Et vous, Catherine Trottmann, vous vous situez comment?
Écoutez, moi, je pense que 350 millions, aujourd'hui, je me demande comment on les cherche et comment on les finance. Et je ne suis pas adepte pour la gestion des finances de la ville de l'euro-million. Je suis adepte, par contre, de la création de richesses. La création de richesses, c'est la stratégie économique qui le permet. C'est en même temps aussi la modération fiscale ou la stabilité fiscale, puisque nous avons aujourd'hui des budgets, aussi bien au niveau de la ville que de l'Eurométropole, qui sont sains. Et je pense qu'il faut maintenir cette santé financière et faire en sorte de pouvoir aussi opérer des choix. Mais ce que je souhaite, c'est donner la possibilité aux quartiers de disposer de services publics de proximité. Ça, c'est un enjeu. Et je le proposerai, c'est de pouvoir ouvrir un débat sur la qualité du service public, sur sa place, sur le rôle qu'il joue et sur les attentes des Strasbourgeois. Parce que parler de manière, je dirais, abstraite, ou par exemple prôner la décroissance, c'est possible quand on n'a pas de problème de fin de mois, mais aujourd'hui, je dirais qu'il faut chercher la voie d'une croissance responsable. Et c'est ce que je propose. C'est ce que je propose dans la relation confiante que nous avons avec les chefs d'entreprise, avec les chambres consulaires, parce qu'il n'y a pas d'économie sans croissance, et c'est d'abord par l'économie que l'on peut financer les nouveaux projets. Alors on va sauter du coq à l'âne, on va parler météo. Vous avez remarqué qu'il fait très très chaud, une trentaine de degrés, 38 degrés en Sibérie. Et la hausse du thermomètre ces prochains jours pourrait avoir un impact sur les pics de pollution. Alors cette situation pose la question de la voiture en ville et plus globalement des mobilités. Alors vous n'êtes pas d'accord sur la notion de gratuité pour les transports, pour le moment du stationnement également. Alors quelle politique des transports préconisez-vous, sachant que la pollution atmosphérique tue environ 48 000 personnes chaque année en France? Jeanne Barzéguian. Oui, je crois même plus de 56 000 personnes chaque année en France. Les chiffres ont été revus à la hausse. Et dans notre métropole, ça représente une personne par jour qui décède de la pollution de l'air. On est entre 350 et 500 personnes par an. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'on sort d'une crise sanitaire majeure. Tout le monde a dit santé, santé, santé. Tout le monde s'est alarmé des décès tragiques qui se sont passés dans notre ville, dans notre région, qui a été durement impactée. Et pour autant, sur d'autres thématiques comme la pollution de l'air, eh bien là, non, il ne faudrait pas agir. C'est bien de vie humaine dont il s'agit, et en particulier des plus vulnérables. Je pense aux jeunes enfants pour lesquels la pollution est un poison. Je pense aux jeunes, je pense à toutes ces personnes atteintes de maladies respiratoires. Donc la première des choses, très concrètement, la première des choses à faire, c'est de rééquilibrer le partage de l'espace public dans notre ville, en développant tous les modes de mobilité qui vont permettre une bonne accessibilité de l'ensemble des quartiers de Strasbourg, pas seulement le centre-ville bien sûr, mais d'interconnecter les quartiers et les communes. Donc, c'est extension des lignes de tram vers le nord de l'agglomération et vers l'ouest de l'agglomération, car ces quartiers et ces communes ne sont pas bien desservis aujourd'hui. C'est un RER métropolitain qui connecte les 13 gares TER de l'Eurométropole et qui permet aux personnes qui viennent de l'extérieur de se déplacer efficacement pour leur déplacement domicile-travail. Et ce sont bien sûr des voies express cyclables qui là aussi permettent à vélo ou à vélo à assistance électrique de se déplacer efficacement et rapidement. En tout cas, c'est sur ces mobilités douces et actives, c'est vers cette écomobilité que je souhaite investir massivement dans les prochaines années et non pas sur les recettes du passé. Mais j'ai bien conscience que ça ne se fera pas en un jour et que pour cela, il faut accompagner, il faut pouvoir inciter, il faut pouvoir proposer aussi un certain nombre de conseils en mobilité pour les personnes qui se retrouvent aujourd'hui bloquées. Alors la mobilité, c'est mobilité des personnes, mais également des biens. Il y a une problématique de transport de poids lourds qui traversent la ville et qui vont notamment au port de Strasbourg. Je crois qu'il y a 7000 camions qui irriguent ce poumon économique. Donc comment conjuguer, Madame Trautmann, cette nécessité d'entretenir un poumon économique important et peut-être de sauver quelques vies, notamment route du Rhin où voilà, enfin, c'est une problématique qui intéresse beaucoup les Strasbourgeois. Il y a autant d'équivalents camions sur les bateaux et que nous avons la chance d'avoir un port qui permet précisément d'utiliser
cette solution qui est la voie navigable. Par ailleurs, le port commence à travailler sur la possibilité de créer une nouvelle gare ferroviaire pour pouvoir développer le transport par le rail et aussi de développer une autoroute, on appelle ça comme ça, je suis désolé, ça fait référence à la voiture, enfin on appelle ça une autoroute ferroviaire, c'est-à-dire faire du ferroutage à grande échelle entre le port de Strasbourg et en particulier le port de Marseille, voire le port du Havre. Donc pour les camions, il y a évidemment trouvé des solutions pour l'avenue du Rhin. Pour l'avenue du Rhin, il y en a une qui est de toute manière déjà, je dirais, en place, mais qui est saturée. C'est l'accès par le sud. C'est la possibilité aussi de prévoir des itinéraires qui permettront d'utiliser la voie, ce qu'on appelle la voie interport, qui traverse aujourd'hui et qui sera un itinéraire dédié, ce qui permettra de soulager une partie, je dirais, de ce trafic. Mais le problème, c'est d'avoir aujourd'hui des camions qui bypassent les itinéraires recommandés et qui se promènent dans les quartiers. Donc ce que j'envisage de faire, c'est de mettre en place un contrôle avec une brigade dédiée de la police municipale qui permettra de faire respecter la réglementation que nous avons mise en place. Mais pour les autres itinéraires, par exemple la route des Romains, où on arrête le tram à l'entrée, je souhaite que l'on prolonge le tram à Königshofen pour permettre une alternative à la voiture. Mais je souhaite également, je l'ai dit avant, par la gratuité, augmenter les déplacements par le transport public et permettre aux voyageurs d'utiliser davantage le bus et le tram. Ce qui est important, c'est de pouvoir évaluer aujourd'hui la réponse de services de transport public urbain. J'envisage de faire un audit de ce système de transport parce que j'ai constaté une dégradation dans les horaires du tramway, de déconnexions parfois problématiques au niveau des bus et parfois aussi des services insuffisants au niveau des bus. Et donc, je veux l'améliorer. Et la deuxième chose, c'est aussi faire l'analyse du plan de circulation pour le renouveler et en particulier grâce à ce que nous pourrons faire avec la transformation de la 35, c'est-à-dire la transformation, pour commencer, de l'arrière-gare. Alain Fontanelle, vous êtes le président de la CTS. C'est un constat que vous partagez sur le tram et le bus. Je voudrais confirmer ma confiance dans tous les agents de la CTS qui, en particulier dans cette période difficile, ont maintenu un service public aux familles. Les transports en commun à Strasbourg, c'est important. C'est un élément de mode de vie, c'est un élément de fierté, c'est un élément d'attractivité. Et il faut développer les transports en commun. L'enjeu, ce n'est pas la gratuité, l'enjeu, c'est de permettre à chacun d'avoir une ligne de bus ou de tram de là où il habite vers là où il travaille. Il faut un choc de l'offre. Il faut, en termes d'horaire, en termes de fréquence, en termes de desserte, plus de transports en commun. C'est ce que je propose dans le cadre de cette élection. Mais en même temps, il ne faut pas être dogmatique. Il ne faut pas opposer les modes de transport les uns aux autres. Vous savez, j'ai 3 enfants. Quand le samedi, je dois amener un de mes fils au foot, l'autre à un anniversaire et le 3e à la danse, eh bien, je ne peux pas tout faire à vélo. Le reste du temps, je fais du vélo. Mais il faut pouvoir aussi prendre en compte les contraintes de ceux qui utilisent la voiture. Il ne faut pas dire plus de voitures que des transports en commun. Mais par contre, il faut multiplier l'offre de transports en commun. De même, le vélo. Le vélo est un élément du mode de vie de Strasbourg, c'est un élément de son ADN. Il faut aussi réguler l'usage du vélo. Aujourd'hui, il y a un conflit vélo-piéton. Il faut notamment mettre en place le pied-à-terre dans le centre-ville le samedi. Mais attention aux fausses solutions. Pour la route du Rhin, il faut un contrôle automatisé. Si on a un contrôle humain de la police municipale, chaque camion qu'on va arrêter, c'est 3 à 5 km de bouchons. C'est l'impossibilité de la circulation de se poursuivre sur cette route. Ensuite, aires de stationnement des camions, il n'y en a pas aujourd'hui. Mais il n'y en a pas, mais je sais très bien où on va pouvoir la mettre. Devant l'école du Danube. Expliqué. Certainement pas. En tous les cas, il n'y en a pas. Et je poursuis. Autre fausse solution. Ne faisons pas une autoroute à camion dans la forêt de la Robertsau. Le port autonome et Catherine Trautmann, depuis longtemps, défend cette solution. Moi, je suis contre, depuis toujours. L'accès sud, en complétant l'accès sud. Mais l'accès nord, on ne va pas faire un grand contournement nord au sein d'une forêt classée à proximité des habitants. Enfin, la question de départ était le réchauffement et la pollution de l'air. Je pense que sur cette question, il y a tout l'enjeu des mobilités, mais aussi la manière de faire la ville. On ne peut pas avoir une ville aussi dense où la qualité de vie se dégrade. Il fait de plus en plus chaud, et bien plus il y a de béton,
plus il y a de chaleur urbaine. Aujourd'hui, il faut dédensifier la ville. Pour cela, il faut moins construire, il faut plus d'espaces verts. Nous proposons 3 nouveaux parcs, mais aussi la plantation, c'est symbolique, d'un arbre par naissance pour renforcer le lien entre chaque habitant et la nature. Plus d'espaces verts, moins de béton, c'est un élément essentiel d'amélioration de la qualité de vie dans notre ville. Une réaction rapide, Catherine Trottmann. Oui, je voudrais réagir parce que j'assiste là à l'expression d'un véritable mensonge. Je n'ai jamais défendu la création d'une autoroute à camions pour accéder au port au pétrole. C'est uniquement les camions qui sont aujourd'hui sur l'avenue du Rhin et ont besoin d'accéder aux entreprises situées au nord du port. C'est une voie privée, ce n'est pas une autoroute. C'est une voie qui a été reconnue comme une voie technique, 2 fois une voie, et qui permet aussi aux pêcheurs et à tous ceux qui utilisent les gravières de l'utiliser. Ça ne peut par conséquent pas, à côté d'une forêt classée, être une autoroute, premièrement, et deuxièmement, ça ne peut pas non plus être une autoroute à camions, avec le nombre que j'entends ici et là, aussi bien de Jeanne Barséguian d'ailleurs qu'Alain Fontanel, puisque c'est facile de dire des mensonges sur ce point. Il s'agit d'une route avec autorisation, avec circulation dirigée et contrôlée, ce qui permet effectivement de circuler pour des vélos et pour tous les pêcheurs et tous les usagers des gravières, de pouvoir aussi y accéder. Voilà ce que c'est. J'insiste sur ce point parce qu'il faut en finir. La pénétrante Est, qui a été un jour imaginée par le maire Rudloff, je l'ai moi-même sorti pour pouvoir déposer le premier dossier de demande de classement de cette forêt. Donc on arrête de parler de cela, on arrête de dire des mensonges, et je dirais quand même à Alain Fontanel qui parle de choc de l'offre, eh bien moi je regarde le choc de l'offre sur le tram de la Robertsau, et pour l'instant je ne vois pas beaucoup de voyageurs. Jeanne Barséguian, sur ce point. Je trouve que c'est intéressant de voir que d'un côté, on entend le fameux en même temps, hein, c'est-à-dire en même temps, on va répondre à l'urgence climatique et à la pollution de l'air, mais en même temps, on va continuer à faire pareil parce que finalement, on n'a pas tellement envie de changer. Et puis, on va utiliser des recettes du passé en déportant la pollution, notamment des poids lourds, dans d'autres zones, par exemple à proximité d'une réserve naturelle. Donc, concrètement, si on n'a pas de cohérence dans le projet et si on n'a pas suffisamment d'ambition, eh bien, les 38 degrés en Sibérie, ils deviendront des 50 degrés. Mais travaillons très concrètement avec les entreprises de la zone portuaire. J'ai travaillé avec elles, je les ai rencontrées. Aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises développent des solutions de logistique urbaine propres. Pourquoi toujours en revenir à des recettes du passé ou déporter cette pollution en créant des nouveaux axes routiers? C'est complètement antinomique avec les enjeux de notre époque. Donc travaillons enfin dans l'innovation. On a la chance d'avoir une université qui est forte, on a la chance d'avoir des entreprises qui savent innover et qui ont engagé des démarches de responsabilité sociétale. Moi, j'ai envie de les réunir et de travailler avec elles sur les solutions du futur. Alors, un dernier mot rapide, Alain Fontanel, avant de clore ce sujet sur cette question. Je crois que, vous savez, on ne conduit pas une ville par idéologie ou par dogmatisme, on le fait de manière pragmatique, on regarde les problèmes. On discute, on dialogue. On fait le choix de la confiance plutôt que de la défiance et de la concorde plutôt que de la discorde. Ce sera ma méthode de gouvernance, y compris sur ces sujets complexes. Très, très rapidement, vous avez parlé de fausse bonne idée. Est-ce que la proposition de Jean-Philippe Vetter de construire un nouveau parking souterrain à côté de la place Broglie, Gutenberg, est-ce que c'est une vraie fausse bonne idée ? En tous les cas, on en a discuté, il y a renoncé, notamment parce que la situation économique ne le permettait pas. Et ce n'était pas mon choix de premier tour, ce qui montre que l'on a chacun fait un pas l'un vers l'autre et que là, loin des caricatures, on a fait le choix des mobilités douces, mais surtout de l'ambition économique et non pas du dogmatisme. Chacun doit pouvoir trouver sa place dans ces modes de transport dans notre ville. Alors si vous nous rejoignez actuellement, c'est donc le grand débat consacré au second tour de l'élection municipale à Strasbourg avec nos 3 invités, Jeanne Barséguian, Catherine Trottmann, Alain Fontanel. Nous avons peut-être quelques questions de téléspectateurs ou d'auditeurs qui nous regardent, Franck. Alors effectivement, il y a une question qui tombe bien puisque c'est en prolongement de la thématique, c'est la zone à faible émission. Qui voudrait donc interdire le diesel en ville à partir de 2025 à Strasbourg et 2030 pour l'échelle de l'Eurométropole de Strasbourg. Pour, contre, quel est votre niveau d'exigence par rapport à cette proposition d'interdire le diesel en ville, M. Fontanel ?
Alors déjà, cette zone à faible émission a débuté pour les livraisons et c'est une bonne chose que l'on ouvre le chemin sur la qualité de l'air et sur la réduction de la pollution. Mais, je le disais tout à l'heure, il faut être pragmatique, il faut être concret. Et on ne peut pas avoir d'interdiction sans solution. On ne peut pas avoir de contraintes sans accompagnement. Aujourd'hui, on a un calendrier, mais on n'a aucune mesure d'accompagnement. Il faut mettre en place des aides financières pour l'achat de vélos à assistance électrique ou de vélos cargo. Il faut mettre en place des aides financières aussi pour les familles, pour le changement de véhicule et pour les professionnels. Il y a des secteurs, pour des artisans, où il n'existe pas de véhicules propres aujourd'hui, où il existe des véhicules à hydrogène, mais il n'y a pas de station à hydrogène. Il faut pouvoir en installer. Et moi, je propose que l'on mette en place une grande convention citoyenne dès le mois de septembre pour fixer à la fois le calendrier et les mesures d'accompagnement pour que tout cela puisse se faire dans le respect des enjeux sociaux et économiques, mais aussi bien sûr de santé publique et de qualité de l'air. Madame Trautmann. Oui, alors la ZFE, j'y travaille puisque j'ai été responsable, après Alain Youn, du plan climat. Et en effet, comme le dit Alain Fontanel, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de solution qui accompagnait sur le plan social cette orientation d'arrêter le diesel à partir de 2025 pour la ville. Or, nous avons un retard pour la réalisation du grand contournement ouest et du coup, on ne peut pas utiliser ou commencer à utiliser pour les modes doux l'A35 et donc le calendrier peut être aujourd'hui bousculé par cette situation concrète. À partir de quoi, moi, je constatais ceci. C'est que aujourd'hui, si on impose tel que c'est prévu, le changement des véhicules diesel ou des véhicules les plus anciens, eh bien, on va créer une véritable révolution dans les quartiers. Je le dis, les gens le prennent comme une façon de leur imposer des choix de vie et une impossibilité de pouvoir assumer financièrement une décision qui leur échappe, et je souhaite qu'ils puissent le décider. Et dans cette conférence, dans ces états généraux des nouvelles solidarités de la croissance responsable, je souhaite qu'on aborde le calendrier de la ZFE. Pour moi, pas question de changer l'échéance pour la sortie du diesel en totalité en 2030. Mais est-ce qu'on pourra garder l'échéance 2025 ou est-ce qu'on trouvera une plus grande progressivité? C'est ce qui sera discuté, et à commencer aussi par les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois eux-mêmes. Alors que répondez-vous à Madame Trautmann qui relève que vous avancez des idées écologistes sans forcément un soutien social? Moi, ce que j'ai envie de dire à Alain Fontanel et Catherine Trautmann, c'est qu'en 2020, le dogmatisme, il a changé de camp. Être dogmatique en 2020, c'est de rester cramponné aux vieilles manières de faire et de penser qu'avec des solutions qui datent du XXe siècle, on va résoudre l'urgence de notre époque. Donc il est évident qu'il faut conserver le calendrier qui a été voté et qui a été voté y compris par mes collègues, c'est-à-dire 2025. Mais la ZFE, c'est un outil. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de sauver des vies. L'objectif, c'est de réduire la pollution de l'air, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est de faire plus de place dans l'espace public pour la végétalisation, pour la nature en ville. Donc investissons massivement dans les alternatives à la voiture individuelle. Et bien sûr qu'il faut travailler avec les professionnels. Je pense notamment aux artisans qui aujourd'hui ne disposent pas forcément d'alternatives efficaces pour leurs véhicules, mais travaillons à ces dérogations, j'allais dire, qui permettront aux activités professionnelles de se poursuivre de manière sereine. Mais ne particulier qui sera en difficulté par rapport à l'usage d'une voiture. J'en ai parlé tout à l'heure, je parlais de conseils en mobilité, je parlais d'incitation et d'aide financière pour pouvoir étudier la possibilité d'abandonner, de changer de mode de transport. Ou pour acheter une autre voiture moins polluante. Mais moi, je pense qu'il ne s'agit pas de ça. Je vous parle de libérer de l'espace public et de rendre notre ville plus verte avec de la nature en ville et plus de place pour les itinéraires cyclables, aussi pour les piétons. On a besoin d'itinéraires piétons, marchables, sécurisés. Donc pour cela, si on remplace toutes les voitures thermiques par des voitures électriques, on n'aura pas résolu le problème. Et en plus, vous savez bien que
que la moitié des particules qui se trouvent dans l'air sont liées en fait aux plaquettes de frein. Donc on aura toujours de la pollution de l'air si on procède de cette manière-là. Donc tournons-nous vers les alternatives. On peut très bien aussi utiliser la voiture quand c'est pertinent dans la zone de pertinence, en utilisant par exemple une voiture partagée. Strasbourg a su être en avance de ce point de vue, alors continuons à l'être. Alain Fontanel, votre réaction là-dessus, sur la ZFE, je crois que Jean-Philippe Vetter dénonçait une mesure antisociale au premier tour. Je le disais tout à l'heure, pas d'interdiction sans solution, pas de contraintes sans accompagnement. Il faut être concret et précis. Ne faisons pas croire qu'on va remplacer toutes les voitures par des vélos dans notre ville. Moi, je suis cycliste, je le disais tout à l'heure. Il faut être sérieux et il faut avoir des mesures équilibrées pour avancer. Copenhague, c'est le seul mot que je rajouterais. Dogmatisme, c'est le seul mot que je conclurai. Très rapidement. Très rapidement. Ouais, vous avez un peu d'avance. Ouais. Voilà, je veux simplement dire que j'ai une solution que j'appelle le crédit mobilité, qui est un accompagnement financier pour pouvoir louer, disposer de véhicules, puisqu'il ne s'agit pas d'encourager l'achat, et un système qui sera mis en place de prêt de véhicules, de propositions aussi de menus en quelque sorte par rapport aux déplacements qu'on a à faire. J'ai commencé à y travailler, je souhaite le mener à bien et cette solution permettra aussi de mobiliser 50 véhicules de notre parc de véhicules de la ville pour dépanner des artisans, dépanner des personnes, notamment celles qui ont parfois le malheur d'avoir un véhicule brûlé. Une autre question, Franck, peut-être ? Pas pour l'instant. Alors on va continuer du coup notre débat. Il y a une question qui a un petit peu été abordée, celle du logement, de l'urbanisation. On a beaucoup entendu le mot bétonisation pendant le premier tour également. Alors, quelle est la stratégie à suivre, Alain Fontanel ? Il y a 6 ans, il fallait densifier, construire sur la ville. Aujourd'hui, il ne faut plus... on ne peut pas bétonner, on ne veut pas s'étaler. Quelle est la stratégie ? Alors, en tous les cas, mon analyse à moi, c'est que les problèmes de 2020 ne sont pas ceux de 2014. On a beaucoup construit ces dernières années. On a trop construit, en particulier dans certains quartiers. On parlait de la route du Rhin, de la Robertsau, mais d'autres quartiers encore. Aujourd'hui, il faut moins construire parce qu'on a besoin de plus d'espaces verts. Il faut créer des parcs. Il faut, et c'est ce que je propose, une révision complète du plan local d'urbanisme pour inscrire dans le marbre du PLU le droit à la nature, le droit à l'espace vert de proximité pour chacun. Et pour ça, il faut faire des choix. Si on continue à construire dès qu'il y a un terrain, si on continue à remplir toutes les dents creuses, comme on l'a fait sur la route du Rhin, eh bien, il n'y a plus d'espace de respiration. On parlait de chaleur urbaine, on parlait de canicule. On a besoin d'espaces verts pour mieux respirer et pour réduire la chaleur en ville. Et je propose, en contrepartie, qu'on rénove beaucoup plus sur le plan notamment énergétique nos logements. On a laissé dépérir beaucoup de logements et aujourd'hui dans les quartiers, les habitants se plaignent, il y a un problème de dignité, de dégradation de la qualité de vie. Il faut pouvoir les accompagner. Beaucoup d'associations de locataires se mobilisent sur cette question et dénoncent l'abandon notamment du parc de logement social. Il faut rénover pour améliorer la qualité de vie. C'est un enjeu environnemental, c'est un enjeu social de dignité et d'égalité des chances. Et alors, si on ne construit plus, est-ce que ça ne risque pas de faire augmenter les loyers ou les prix, justement, et les Strasbourgeois ne pourront plus accéder alors, Vous savez, on n'a jamais autant construit à Strasbourg, et pourtant les prix du logement ont flambé. Si on prend, par exemple, les Black Swan, la première était à 4 500 € le mètre carré, la deuxième à 5 000 € le mètre carré, la troisième à 5 500 € le mètre carré. Cela montre aussi que l'on doit maîtriser les prix, que l'on doit avoir une politique sociale sur l'offre de logement social bien sûr, mais aussi le logement privé. Si on laisse cette fuite en avant, on construit toujours plus, c'est toujours plus cher et il y a toujours plus de personnes dans le logement social qui sont malheureux parce qu'on ne rénove pas leur logement. C'est bien toute la politique de logement, je le disais en introduction, qui doit être rénovée, remise à plein intégralement. Alors Catherine Trottmann, un mot rapidement parce que vous avez un petit peu d'avance. Je crois rêver quand j'entends Alain Fontanel. Je crois rêver parce que j'ai l'impression qu'il n'a jamais été premier adjoint, qu'il n'a jamais eu des responsabilités, qu'il n'a jamais eu à se prononcer sur les constructions dans les deux rives et qu'il découvre le logement social et les problèmes qu'il pose. Alors je veux dire quand même qu'aujourd'hui, il faudrait être, je dirais, cohérent tout simplement pour se présenter devant les Strasbourgeois. Et je veux dire qu'il y a un projet, en tout cas, que je ne ferai pas. C'est le projet de 40 logements
qui a été prévu en catimini, parce que je l'ai découvert en séance de conseil municipal par une collègue qui a protesté contre ce projet, prévu par le vice-président Siamaka Gababaye et par Alain Yound, qui en avait prévu l'urbanisation devant le vaisseau, alors qu'il resterait 3 mètres au lieu de faire un îlot de fraîcheur. 3 mètres pour aller et circuler face à un tel immeuble. Donc là, je le dis clairement, les choix, c'est des actes. Ce n'est pas des principes et ce n'est pas des théories et ce n'est pas des il faut. Donc pour ce qui me concerne, j'ai prévu d'acheter des immeubles et de pouvoir utiliser ces immeubles avec des logements tiroirs pour ceux qui sont aujourd'hui dans des logements insalubres, pour pouvoir les reloger dans des logements, soit parce qu'on a réduit la précarité énergétique, soit parce qu'on a réduit, je dirais, les problèmes qu'ils posent, humidité et autres. Alors, Jeanne Barsigan, une réaction, puisque Catherine Trottmann cite 2 de vos colistiers. Oui, si je me présente comme candidate à la mairie de Strasbourg, c'est bien pour avoir l'intégralité des leviers et de pouvoir travailler avec l'ensemble des acteurs à une forme d'urbanisme et de construction de notre ville qui correspondent aux enjeux d'aujourd'hui. Donc nous avons la chance d'avoir des spécialistes, d'avoir des entreprises, d'avoir une agence d'urbanisme qui travaille sur la complexité de ce sujet. C'est vrai qu'il faut loger des personnes. On a encore 22 000 demandes de logement social dans notre ville et il faut pouvoir y répondre. Mes colistiers ont engagé un dispositif de réhabilitation, de rénovation des logements vacants pendant ce mandat et c'est un dispositif absolument innovant en France et que nous pouvons continuer d'amplifier et ça représente des milliers de logements qui peuvent être remis sur le marché pour peu qu'on accompagne finement les propriétaires pour le faire. Il y a évidemment tout un travail également pour endiguer, j'allais dire, les logements Airbnb, la prolifération dans notre ville qui fait, on le sait, terriblement augmenter les prix. Et là-dessus, on a des leviers qu'il faut pouvoir mettre en œuvre. Et puis, là aussi, soyons innovants. Où sont les façades végétalisées, les toitures végétalisées? Nous avons besoin de sanctuariser les dents creuses pour développer des continuités végétales, des espaces de respiration dans la ville. Mais je ne suis pas d'accord pour opposer ces différents enjeux. Loger des gens, leur mettre un toit sur la tête, c'est pas du béton. Artificialiser des terres pour étendre une zone commerciale, comme l'ont voulu mes adversaires, ou vouloir pousser la création d'une autoroute, ça effectivement c'est de l'artificialisation pure et simple de terres agricoles ou de milieux naturels. Là il s'agit de loger des personnes et de les loger dignement. Donc rénovation des logements vacants, rénovation thermique et une nouvelle forme d'urbanisme résilient. Et on va clore ainsi cette partie sur l'urbanisation. Ce débat il est réalisé en partenariat avec la chaîne Public Sénat. Je vous propose tout de suite d'écouter Oriane Mancini. Bonjour à tous et merci d'accueillir Public Sénat dans ce débat. La crise sanitaire a mis en lumière le rôle des collectivités et Emmanuel Macron, dans son allocution, a d'ailleurs ouvert la porte à une nouvelle étape de décentralisation. Alors, si vous êtes élu maire de Strasbourg, quelles compétences souhaitez-vous vous voir transférer et à quelles conditions ? Alain Fontanel, je vous laisse répondre, vous êtes un petit peu en retard sur les autres. Ouais, effectivement, cette crise sanitaire a d'abord démontré les lourdeurs de l'État, les défaillances du gouvernement central, mais aussi finalement le poids d'une technostructure dans notre pays. Et s'il fallait faire une demande, peut-être elle serait toute simple, laissez-nous travailler, laissez-nous faire sur le terrain, laissez-nous cette autonomie qui nous permettrait de résoudre localement les problèmes. On n'a pas besoin de contrôle tatillon, de contraintes, de normes. On sait sur le terrain ce qu'il faut faire. Et donc, laissez-nous tranquilles, laissez-nous travailler, c'est peut-être ça le message, même si on peut se poser la question des agences régionales de santé, par exemple, qui pourraient être décentralisées, probablement pas à l'échelle d'une métropole, bien sûr, mais pourquoi pas à l'échelle de l'Alsace et de la collectivité européenne d'Alsace. Ça serait aussi un beau signal pour ce projet particulier. Et une compétence ? Vous étiez maire quand même. On a un enjeu à Strasbourg, c'est la requalification de la 35. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir la compétence des contrôles, la compétence de la verbalisation pour empêcher le trafic de transit sur ces routes comme sur la route du Rhin. Ça pourrait être un enjeu, ça serait bien sûr au niveau de l'Eurométropole. Catherine Trottmann ? Moi, je ne veux pas de compétences, je veux des moyens.
Et je souhaite que, en voyant comment le gouvernement, au fond, a été hyper centralisateur dans le règlement, dans la conduite des solutions dans la crise Covid, eh bien, ce que nous avons vu, ça a été il a été emberlificoté dans un tracassin administratif, ça a ralenti les mesures, la décision sur les mesures de protection pour les Français, et ça nous a donné au fond un sentiment d'incertitude et de confusion. Et je pense que le gouvernement a perdu de ce point de vue, et le président Macron, la confiance des Français sur ce point. Et moi, je ne souhaite pas qu'un maire perde, ou une maire, perdent la confiance des Strasbourgeois. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je raisonne avec les pleines compétences qui sont accordées aux communes, et je pense que répondre à la question suppose que l'on s'entende avec les autres niveaux et les autres échelles de territoire, comme la collectivité européenne d'Alsace, comme la région Grand Est, et puis bien sûr, il y a la vocation européenne. Alors si j'avais un souhait, c'est que le gouvernement nous soutienne dans cette question de la vocation européenne de Strasbourg, parce que ça, je ne l'ai pas encore assez vu. Jeanne Barseguian. Oui, j'ai l'impression qu'Alain Fontanelle a oublié à quel parti politique il appartenait, hein, celui justement qui coupe effectivement les vivres aux collectivités, le gouvernement qui met les collectivités territoriales sous tutelle avec un pacte financier qui nous empêche tout simplement d'avoir la liberté de gérer nos dépenses de fonctionnement, qui retire des recettes fiscales aux collectivités, puisque aujourd'hui avec la suppression de la taxe d'habitation, c'est autant de leviers fiscal qui disparaît pour les collectivités. Et donc, enfin, déjà, j'allais dire, avant de parler de décentralisation, il serait bien de sortir de cette vague de recentralisation que nous connaissons ces dernières années, qui est absolument insupportable, qui remet en cause le principe même de l'autonomie des collectivités territoriales au moment où les besoins sur nos territoires explosent, les besoins sociaux, la transition écologique, on en a parlé. Et si j'avais une demande à formuler, on l'a bien vu dans cette période de crise, se voir interdire les marchés alimentaires sur notre territoire, l'accès aux parcs dans notre ville, c'était déjà difficile, mais le plus insupportable, ça a été cette fermeture de frontières décidée unilatéralement depuis Paris, sans la prise en compte des réalités de notre espace rhénan, de notre espace commun, de la réalité de ces familles qui vivent dans un espace qui est en fait transrhénan. Alain Fontanelle, une réaction, voilà. Oui, une petite erreur d'interprétation sur la fermeture des frontières, puisque c'est l'Allemagne qui malheureusement a fermé unilatéralement la frontière. C'est tout à fait regrettable, évidemment, pour Strasbourg. Pour son histoire, c'était d'une très grande violence. Mais vous savez, maire de Strasbourg, il ne faut pas pleurnicher, il ne faut pas reporter toujours la responsabilité sur les autres. Il faut agir et il faut se mobiliser et bien sûr chercher de l'aide. Mais quand on critique tout le temps ou quand on est toujours dans le déni que c'est la faute des autres, eh bien, je crois que c'est plus difficile pour faire avancer nos territoires. Alors, on approche de la fin de cette émission. Vous allez chacun maintenant avoir 1 minute pour conclure. Donc, il y aura un petit chrono à la fin qui vous indiquera ça. Voilà, place à la conclusion. Et on va débuter avec vous, Alain Fontanelle. Chères Strasbourgeoises, chers Strasbourgeois, nous traversons une crise sans précédent, avec des défis immenses sur le plan économique, social et environnemental. Les 6 prochaines années seront déterminantes pour l'avenir de notre ville. Face à la gravité du moment, nous avons choisi, avec Jean-Philippe Vetter, de nous rassembler. Nous avons fait ce choix au nom de l'intérêt supérieur de notre ville et en nous libérant des égos et des étiquettes politiques. Nous portons ensemble un projet ambitieux qui associe efficacité économique et enjeu environnemental. Je serai garant de la qualité de vie dans notre ville, avec une ville plus propre, bien sûr, une ville moins dense, avec plus d'espaces verts. Je garantirai l'ordre républicain pour que chacune et chacun dans tous nos quartiers puisse bénéficier des mêmes droits et des mêmes devoirs. Je serai un maire tourné vers l'avenir, un maire pragmatique, un maire à vos côtés et à votre écoute. Merci. Madame Trautmann, à votre tour. Eh bien, chères Strasbourgeoises et chers Strasbourgeois, Strasbourg est une grande ville, c'est une ville rayonnante, c'est une ville innovante, c'est une ville qui rayonne aussi par sa culture, par ses artistes, qui sont aujourd'hui impactés par une crise sans précédent. C'est une ville aussi, malheureusement, où les quartiers périphériques ne se sentent pas invités au centre-ville. C'est une ville aussi où le chômage est un vrai risque
et où la pauvreté une réalité. Aujourd'hui, je constate, avec cette crise du Covid, que cette ville est fractionnée, qu'elle a besoin de solidarité. Je veux être la maire qui réunit Strasbourg, qui réunit les Strasbourgeois et qui permet de relancer sa dynamique économique sans renier les objectifs écologiques qui ont été présentés dans notre projet. Je souhaite porter un projet pour toutes et tous. Je souhaite penser aux familles, penser aux jeunes, penser aux individus, penser aussi à tous ceux handicapés, personnes âgées, dont on a trop peu parlé. Et la minute pour conclure, Jeanne Barséguian. Chers habitantes et habitants de Strasbourg, il y a au moins 3 bonnes raisons de glisser un bulletin vert dans l'urne ce dimanche 28 juin. La première raison, c'est que c'est le dernier mandat pour le climat et qu'il y a urgence à agir, que les prochaines années seront absolument décisives pour offrir un avenir désirable pour les jeunes et pour nos enfants. La deuxième raison, c'est que j'incarne cette nouvelle génération d'élus qui éclot partout dans le monde. Je pense à New York, avec Alexandria Ocasio-Cortez. Je pense à la maire de Bogota ou à la première ministre de Nouvelle-Zélande. Je pense à toutes ces villes, Amsterdam, Innsbruck, Grenoble, dans lesquelles l'écologie, la justice sociale, la participation citoyenne sont au cœur du projet. Et enfin, vous pouvez voter pour Strasbourg écologiste et citoyenne parce que je suis prête à gouverner notre belle ville de Strasbourg, prête à gouverner pour vous et avec vous. C'est ainsi que s'achève ce débat. Merci d'avoir été nos invités à tous les trois. Merci Franck. Quelques informations peut-être pour les résultats sur les DNA dimanche. Alors effectivement, les dernières nouvelles d'Alsace seront sur le front, bien évidemment, comme on l'est depuis très très longtemps. Un suivi en direct avec des résultats aussi en direct et en continu sur dna.fr. Et bien sûr, le lendemain, la tradition du papier, des analyses, des portraits et les résultats très complets. Et sur Alsace 20, ce sera à suivre à partir de 19h55 dimanche soir les résultats de toutes les communes d'Alsace puisqu'elles sont 74 à voter pour le second tour ce dimanche 28 juin. On rappelle pour Strasbourg que les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Ce programme vous a été présenté par Public Sénat en partenariat avec les dernières nouvelles d'Alsace, Alsace 20 et l'Alsace.